l'industrie agroalimentaire, vous savez, tous les jours à la télé, on nous parle de ça. Dans la réalité, agroalimentaire, c'est 17% de l'industrie française. C'est 17%. C'est-à-dire, ce n'est pas un cinquième. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas important. Attention, c'est très important, mais c'est à relativiser dans le schéma économique général. Donc, en fait, si on additionne, on a 450 000 agriculteurs et on a 450 000 employés de l'agroalimentaire, donc ça fait 900 000. Si à ça, vous rajoutez la famille, les amis, les cousins, vous avez 2,5 millions à 3,5 millions de personnes qui, en France, sont touchées par la notion de l'agriculture. Vous voyez, c'est extrêmement important, mais on relativise quand même. Dernier point là-dessus sur l'agriculture, dès le départ, parce que c'est important, ces fameuses industries agroalimentaires, par ordre d'importance, ce sont les produits laitiers, la viande et les préparations qu'il y a. Donc ici, on a bien compris que c'était le charolais. Les boissons, alors les boissons, c'est le vin, le cognac et tout le reste. La boulangerie, c'est tout ce qui vient, attention, des céréales, mais des céréales transformées, hein, pas autre chose. Et des huiles, colza, etc. Donc, dès le départ, faire attention à cette notion-là en économie, et qu'elle soit locale ou nationale, quand on parle d'agriculture, c'est la valeur ajoutée qui est importante, c'est la transformation et non pas uniquement l'exportation de céréales. Alors, je vous laisse 3 points de suspension derrière. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ça veut dire beaucoup de choses. Alors, j'ai eu un souci, j'ai voulu retrouver le chiffre de l'agriculture française dans le produit intérieur brut de notre économie. Eh bien, chers amis, je n'ai pas trouvé réellement. Bon, j'ai manqué de temps pour affiner, mais en gros, les chiffres, donc vous savez ce que c'est que le produit intérieur brut, hein, c'est toute notre production et aussi c'est toute notre dépense de consommation. On serait, ou on est, entre 1,5%, 1,5%, et le chiffre maximum qui date il y a 10 ans, c'était 6%. Donc, en gros, si vous voulez, on se situe aujourd'hui dans les 2 ou 3%. Juste à titre indicatif, le tourisme est à 7% de la valeur en France. C'est-à-dire que le tourisme est à minima 2 fois plus important en termes de retombées économiques, de production économique et d'emploi en France que l'agriculture. Alors, ce que je vous dis, je voudrais vraiment que vous l'entendiez, ce n'est pas un plaidoyer anti-agriculteur, ça n'a rien à voir. C'est simplement de replacer la part de l'agriculture dans l'économie française et donc dans ce qu'on va trouver ici dans le bocage. Dernier point, quand on parle d'agriculture, on parle de pêche aussi, c'est complètement lié. Alors ça, c'était la première raison pour laquelle il faut parler d'économie et de bocage via l'agriculture. La seconde raison, elle est un peu plus symbolique, c'est que le bocage physique, c'est un ensemble, hein, c'est une connexion de haies. C'est un ensemble de haies qui sont connectées. L'économie locale, c'est la même chose. C'est un réseau, ce sont des connexions, et puis ce sont des réparations ou des ruptures à prévoir, et c'est symbolique ce que je vais dire, dès qu'il y a arrachage. Pendant les dernières années, les dernières décennies, il y a eu arrachage et il faut rétablir ces connexions. Le troisième point là, qui me touche personnellement en termes, j'allais dire, d'économiste local, si je peux encore prendre cette blouse ou cette casquette, c'est que le bocage est revendiqué par les collectivités. Hein, donc ici, par exemple, où j'habite, nous sommes dans donc la côté du bocage bourbonnais. Moi, je veux bien tout ça. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on met dans le mot bocage ? Est-ce que c'est uniquement un truc géographique et historique dont on se souvient, ou est-ce que derrière, on a une véritable politique identitaire et économique qui est liée au bocage? Ça reste à voir, sachant que quand même, pendant les 50 dernières années, 2 tiers des haies ont été arrachées en France, et puis sachant que, par exemple, ici, j'ai toujours pas vu de politique liée au bocage, liée à la gestion, par exemple, des haies, il ne s'en occupe absolument pas. Le quatrième point, je suis qu'à l'introduction, c'est que quand on parle d'activité, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour habiter, il faut de l'argent pour s'installer. Et c'est vrai que l'économie locale, elle est là, et tout le monde en parle aujourd'hui. Et
Attention, il se passe un phénomène assez... enfin, moi j'ai toujours rêvé de ce phénomène-là, puis il arrive là. Il arrive suite aux déconfinements multiples, il y en a eu trois, confinement et déconfinement. Nous sommes aujourd'hui devant une vague d'achats immobiliers, que ça soit, là on ne le sait pas après, que ça soit en principal ou en secondaire, qui est unique. Que ce soit les notaires, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les diagnostiqueurs, que ce soit les banques, tout le monde vous dira qu'aujourd'hui, par exemple chez nous dans l'Allier, il y a un nombre absolument colossal, mais colossal, hein, de maisons qui sont vendues. D'ailleurs, les prix commencent à augmenter. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben parce que quand on achète une maison, et qu'on s'installe plus ou moins, c'est-à-dire entre une activité secondaire ou une activité réelle, physique, au quotidien, et ben, il y a l'économie qui est derrière. Et donc, je vous expliquerai plus tard, l'argent qui est dépensé. Le autre point qui est extrêmement important, c'est que le bocage aujourd'hui, pas que le nôtre, attention, hein, c'est pas que le bocage bourbonnais, c'est aussi le bois chaud, c'est aussi le bocage vers Nantes, c'est aussi le bocage normand, breton, etc., Bressuire, dans l'ouest de la France. Le bocage, il est tout de suite un des éléments du changement d'imaginaire que nous avons. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu autant, et c'est tant mieux pour nous, pour notre association et pour ce que nous pensons tous, nous n'avons jamais eu autant d'études scientifiques, de bouquins, d'expositions, d'émissions, de ce que vous voulez sur le bocage, sur la haie et sur l'arbre. Et ça, le problème, c'est que on comprend la haie, on comprend l'arbre, mais sur le bocage, qui est le contenant, alors que le reste, c'est le contenu, bah, il y a quand même quelques problèmes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'est le bocage. Donc ça, c'était juste cette introduction qui est un petit peu longue sur pourquoi ce thème. Après, je voudrais faire quelques réflexions sur le local. L'économie locale se situe à l'intersection de très nombreuses influences, qu'elles soient historiques, géographiques, sociologiques. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer de faire de l'économie locale si on ne connaît pas le territoire dans lequel on habite, sa géographie, son histoire, sa sociologie. C'est quelque chose d'hyper important et c'est pour ça que les projets échouent et les opérations échouent. C'est parce qu'on ne connaît pas ça. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Alors, l'économie locale, ce n'est pas une science dure, hein, mais c'est une expérimentation qui est complexe, quotidienne et qui est évolutive. C'est-à-dire que ce qui est vrai quelque part ne l'est pas dans un territoire à 30 km à côté. Alors, aussi, le problème du local, c'est que tout le monde peut en parler. Hein, c'est la prose de M. Jourdain. Tout le monde a un avis sur l'économie locale. Mais pourquoi? Parce qu'on voit les services publics, on voit les services privés, on voit l'agriculture, on voit le tourisme, on voit les industries qui sont éventuellement implantées. Mais attention à ce que ça signifie. On parle d'économie locale, on a tous une idée, mais par exemple, lorsque on nous annonce un projet d'éolienne, eh ben, sans aucune concertation locale, sans rien du tout, des trucs géants, etc., avec des retombées supposées favorables pour une communauté, ben, dans la réalité, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas vu la population. Donc, il faut bien faire attention. Je vais vous donner un exemple encore plus probant. C'est que lorsque, moi j'entends souvent, oh, moi c'est bien, je vais chez le boulanger du coin. Donc, je participe à l'économie locale. Eh bien non, c'est absolument non. Peut-être que c'est une participation au maintien d'un emploi, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça ne veut absolument pas dire que le pain, lui, est local. Il faut se poser la question, d'où sort la farine? De quelle minoterie sort la farine? Est-ce que la pâte a été faite là ou ailleurs? Etc., etc. Donc, toutes ces questions-là, sont des questions qui posent la question réelle de c'est quoi le local. Là-dessus, on peut aller très très loin. D'où viennent les produits supposés locaux du supermarché? Moi, quand je vais au supermarché, très rarement, je vois les produits, bah, ils viennent à 100, 150 km de là, et puis on n'en sait guère plus. Donc, la notion de local, interrogeons-nous sur la composition et sur la fabrication de ce produit. Ensuite,
Euh, L'économie locale, c'est le rapport un rapport visible d'ailleurs, entre un objet et un sujet, c'est-à-dire entre un bien et un consommateur. Quand on réfléchit, chaque acte du consommateur est un vote. Attention, c'est très très important, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, de très nombreuses associations le disent. Euh, Chaque fois qu'on achète quelque chose, on plébiscite. Je veux dire, on achète ou on boit du Coca-Cola, on plébiscite cette entreprise-là. On peut me raconter ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Par contre, lorsque on achète un poulet chez le producteur local, plébiscite cet acteur-là. Donc, autre point là-dessus, du coup, c'est que la définition du local, elle part de nous, elle part de chaque individu. Et c'est ça la complexité. Vous prenez chacun d'entre nous ici autour de cet écran et vous vous dites, voilà, je suis consommateur local. Donc, selon le lieu où vous êtes, vous allez tracer autour de vous une série de cercles concentriques, on va dire de 5 km en 5 km. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Alors, 5 km de rayon, ça fait 10 km de diamètre, etc., etc. Et c'est ça, l'économie locale. Ça signifie qu'il y a autant d'économies locales qu'il y a d'individus. Alors, j'exagère un tout petit peu, mais c'est quand même, on en est quand même là. Euh, Autre point où il faut faire extrêmement attention dans le discours qu'on nous donne. On nous parle de cycles courts. La télé, les radios, oui, oui, c'est le renouveau des cycles courts. Oui, mais les cycles courts, attention à ce que ça signifie. Le cycle court, ça signifie simplement qu'il y a un seul intermédiaire entre l'acheteur et le consommateur. Un seul intermédiaire. Il n'y a pas une seule seconde où on nous parle de distance. C'est-à-dire que le camion qui vient de Belgique et j'ai rien contre les Belges, hein, mais qui m'amène les carottes belges, le paysan belge qui amène ses carottes sur le marché à Bourbon et qui les vend, il fait du cycle court. Il faut bien comprendre ça. À l'opposé, c'est ce qu'on appelle le cycle de proximité. Lui, le cycle de proximité tient non seulement compte du cycle court, mais tient aussi compte de la distance. Alors, juste, je dénonce une petite arnaque derrière, si vous avez entendu parler de ça, c'est le food mile. Alors, le food mile, en anglais, donc, c'est le mile qui est lié à la nourriture. Alors, ça permet, par exemple, aux logisticiens français, européens et internationaux de nous expliquer qu'un camion de 48 tonnes qui prend ses carottes, je suis toujours sur les carottes, moi, qui part du port d'Anvers et qui les amène à Bourbon, dans la réalité, d'un point de vue écologique, ce brave camion va dépenser moins que la centaine de petits producteurs qui vont nous amener ici ou là qui vont livrer par camionnette, etc. Donc, si on fait la somme globale, des dépenses d'essence et de pétrole, on devrait s'apercevoir que le camion coûte moins cher. Alors, ça peut être vrai, ça reste à prouver. Mais ça signifie simplement qu'à côté de ça, on n'a pas tenu compte de tous les autres aspects écologiques, c'est-à-dire on n'a pas tenu compte notamment de la chaîne du froid, comment on a conservé les produits avant de les envoyer, quel type d'emballage supplémentaire on a mis pour venir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on limite totalement les pollutions qu'on veut mettre. Alors, dernier point, avant qu'on attaque le lourd, là, parce que ce n'est pas du lourd encore, c'est qu'un produit local n'est pas forcément un produit fabriqué localement. Alors ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que si vous prenez Bourbon, ou si vous prenez Saint-Aubin où j'habite, il y a une usine Integra, qui est une très belle usine d'ailleurs, mais qui va fabriquer des scalpels ophtalmologiques, donc pour les yeux, et qui va les vendre un peu partout. Le produit est bien fabriqué à Saint-Aubin, avec des agents, des ouvriers, des techniciens plus ou moins locaux. Il n'y en a pas un qui habite Saint-Aubin, hein, mais bon, pas loin. Mais par contre, c'est un produit qui va aller dans le monde entier. Donc en fait, si vous voulez, c'est un produit qui est fabriqué localement à un endroit, mais qui n'est pas un produit local dans le problème de la consommation courante. Donc moi, chaque fois que je parlerai, là, quand je vous dirai économie locale, en fait, c'est une économie de proximité. Alors, les tendances sociétales lourdes, je vais aller plus vite maintenant. Les tendances sociétales lourdes, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on fait de l'économie comme ça, hein.
Un territoire n'est pas à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Je veux dire qu'ici, on a vécu le Covid avec des lois nationales. On vit les pollutions avec des lois internationales. Sauf que, comme l'échelle est plus petite, elle risque d'être plus communautaire. C'est-à-dire qu'on risque de pouvoir avoir un levier d'action plus important. Alors, d'un point de vue macro, alors je vais très vite parce que j'enfonce des portes ouvertes. Hein. D'un point de vue macro, tout est inquiétant. La géopolitique, bon, vous avez vu hein, un bateau qui est au milieu du canal de Suez, il n'y a plus personne qui passe. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Il aurait pris une torpille, on y serait encore. Donc, problématique de transport et interrogation sur certaines exportations, importations. L'énergie, par exemple. Évolution inquiétante d'un point de vue écologique. Alors, je ne vais pas vous la faire, hein, mais l'eau et le climat, ça suffit. Quoi. On sait ce que ça signifie. Social. Social, c'est quand même tout ce qui est lié à la métropolisation, et donc aux grandes peurs liées à la ville, au chômage. Alors, ces grandes peurs, elles sont réelles ou non? D'où, si vous voulez, tout de suite, on est vers la question de la redistribution de certaines priorités. L'autre point de vue macro, c'est la mondialisation. Enfin, il y a quelques années, mettre en doute ou critiquer la mondialisation, vous étiez quand même un arriéré. Moi, ça m'est arrivé en tant que directeur d'économie. Un arriéré, mais profond. Aujourd'hui, qui ne parle pas de la relocalisation? Vous avez tout, pratiquement, pas tous, mais une bonne partie de l'échiquier politique, allant de Marine Le Pen à l'extrême gauche, qui vont vous dire oui, on est pour relocaliser les échanges. Donc, vous vous rendez compte comment ça a pu bouger. Bon, le chaos climatique, pourquoi j'en parle? Parce que le chaos climatique dans lequel nous sommes est le redistributeur majeur des cartes en termes d'économie locale. Aujourd'hui, parler de tourisme, on n'en parle pas comme on en parlait hier. La notion de sobriété est une notion qui est importante. Et en plus, les notions dites de rentabilité ou de productivité ne sont plus les mêmes. Juste un exemple, quand j'étais en poste, lorsqu'on installait ou qu'on permettait à quelqu'un qui venait d'une grande ville de reprendre un bar-restaurant, la première chose que disait la CCI, c'est « mais attendez, votre projet ne peut pas être rentable, vous avez travaillé 70 heures par semaine ». Ok, sauf que les personnes qui prenaient ça avaient envie de changer de vie. Et donc, la notion de productivité et de rentabilité n'était pas la même. Elles étaient complètement touchées par d'autres notions qui étaient la qualité de vie, par exemple. Alors, il y a un autre point, là, et je termine sur ce point de vue là, macro, qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est la crainte. Et quand je dis la crainte, ça va beaucoup plus que ça, beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment l'angoisse d'une crise économique majeure. Et cette angoisse, elle a une fonction principale, c'est que tous les épargnants ou petits épargnants, quand je dis petits épargnants, c'est des gens qui ont un petit peu de sous de côté, hein, c'est pas les grandes fortunes françaises ou internationales, se disent, du jour au lendemain, on va me ponctionner l'épargne, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça peut faire sourire. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, l'époque des emprunts russes a eu des faillites en 1910-17, énormes, gigantesques. Ça, c'est simplement d'un point de vue macro, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire un projet d'économie locale, on doit se dire, attention, il y a toutes ces questions qui se posent. Alors d'un point de vue micro, c'est assez extraordinaire, parce que d'un point de vue microéconomique, le Covid, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, mais il a amplifié un certain nombre de ressentis psychologiques jugés problématiques. Oui, on s'interroge sur le travail. Oui, on s'interroge sur le transport. Oui, on s'interroge sur le lieu de vie et donc sur le fait d'habiter. Juste une petite chose, malgré la désinformation systématique que nous subissons, rien qu'en 2020, c'est les chiffres de la SAFER, donc qui contrôle dès qu'il y a un terrain, c'est plus 6,6% d'achat de maisons en milieu rural. Et ça contrarie beaucoup. Après, on remet en cause aussi le travail. Vous connaissez le fameux bullshit, c'est-à-dire le travail de merde, traduit en français. Cette notion-là est en train, c'est fulgurant. Par exemple, si vous entendez les infos, vous apercevez qu'aujourd'hui, c'est hyper dur de trouver quelqu'un
d'embaucher quelqu'un pour tout ce qui est de l'ordre de l'hôtellerie et de la restauration. Et que beaucoup de gens préfèrent soit monter leur entreprise, en termes d'auto-entrepreneur, d'accord, ou même d'ailleurs aller bosser dans les supermarchés. On en est là. Autre chose, c'est qu'il y a un phénomène qui se déploie énormément, c'est celui de la birésidentialité. Ça, c'est un phénomène extrêmement important. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous en parler, mais on a tellement dégluti contre les maisons secondaires, que c'était odieux, c'était ceci, c'était cela. Bah, sachez qu'aujourd'hui, les maisons secondaires, dans 30 à 40% des cas, sont le point de réappui, de rééquilibrage, de réinsertion, soit des personnes qui sont propriétaires, soit de leurs enfants. Donc en fait, ces notions de birésidentialité, elles sont en train de bouger. Autre chose qui bouge, alors là, dans tous les sens, et puis avec des aspects absolument dramatiques, c'est le numérique. C'est-à-dire que le numérique a évidemment des avantages en termes de télétravail quand c'est bien pensé, voilà, mais a aussi, ou de santé ou d'enseignement d'ailleurs. Hein. Je veux dire par là, pourquoi aller se taper, comme on faisait à l'époque ou comme je faisais, un enseignement dans un amphithéâtre de 600 personnes, alors que le mec lisait simplement son polycope. Vous voyez, ça interpelle quand même. Mais avec toutes les limites qu'il y a, sauf que ça change le rapport espace-temps. Dernier point là-dessus, c'est qu'on a de plus en plus de redécouvertes, et ça c'est un mélange philosophique qui est en train d'infuser. Et bien oui, on parle de plus en plus du terroir, du mouvement slow, hein, le slow tourisme, le slow food, etc., etc. On parle de plus en plus du local, on parle de plus en plus de la sobriété, on parle de plus en plus de décroissance. Alors, chacun pense ce qu'il veut de tous ces thèmes, il n'empêche qu'on en parle. Alors, d'un point de vue structurel, et là c'est absolument dramatique, par rapport à un projet d'économie locale, bah, c'est une crise des institutions majeures, y compris institutions professionnelles. Je veux dire, mais je ne veux pas polémiquer, mais que représente la Chambre d'agriculture aujourd'hui? Au mieux du mieux du mieux, 25% des agriculteurs. Parce qu'il faut quand même savoir que plus de 50% des agriculteurs ne votent plus. Et qu'à l'intérieur d'une chambre d'agriculture, la guerre est sans nom, par exemple, entre les éleveurs et les céréaliers. Et c'est les céréaliers qui, dans l'Allier, ont le pouvoir. Hein. Faut le savoir. Et en plus, les autres structures, les autres syndicats ne sont pas représentés. Ça, c'est la première crise des institutions. Deuxième crise des institutions, c'est le rapport aux collectivités départementales, régionales, voire à l'État. On n'arrête pas de nous parler de l'image qu'on peut avoir d'un point de vue économique ou de notre produit intérieur brut national. Mais nous, localement, on n'en voit pas la traduction. Ce qui est d'ailleurs une des explications du mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas la seule, mais ça en fait partie. Et puis, dans la crise des institutions, c'est que nous sommes tous fatigués d'une vérité qui vient d'en haut. C'est d'une vérité pyramidale. Ce ne sont que 2 ou 3 arrondissements parisiens, là où il y a les ministères, qui dans la réalité dictent la loi à tout le territoire. Faut quand même avoir ça en tête. Et ce n'est pas simple. Ensuite, donc si vous voulez, quand on fait un projet d'économie locale, on doit tenir compte de ces tendances-là. On doit aussi tenir compte de la prise en compte des mentalités humaine et territoriale. Alors bon, là, je vais être peut-être un petit peu dur par rapport à nous-mêmes, chacun d'entre nous. Ces mentalités, enfin, je veux dire, il ne faut pas imaginer que notre pensée, notre vision, là, des 20 et quelques personnes qu'il y a ce soir, soit partagée par tout le monde. Ça c'est des bêtises. Hein. Nous sommes tous confrontés à ce qu'on appelle des représentations mentales. C'est un terme de sociologie. C'est quoi une représentation mentale? Je vous donne un exemple. Bah, l'exemple le plus connu, c'est le propre. Si je ne tombe pas à ma pelouse chaque semaine, je ne suis pas propre, je ne suis pas dans l'hygiène, on va me regarder. Je traduis dans le bocage. Si je ne mets pas mes haies à 80 cm de hauteur et 40 de large avec une épareuse, mon voisin va me juger comme étant quelqu'un qui n'est pas propre, quoi, qui va se laisser aller. Vous voyez, donc cette notion est une notion extrêmement importante. J'ai assisté à une réunion, alors quelques-uns peut-être autour de l'écran y étaient aussi, où une mère
à hurler parce qu'il y a eu un projet d'installation de photovoltaïque sur une église. Ça, c'était diabolique, c'est le cas de le dire. Non, ce n'était pas diabolique, c'est comment on chauffe l'église, comment on éclaire l'église. Et si l'église a un toit qui est plein sud ou sud-ouest, pourquoi pas? Mais vous voyez, le rejet a été absolument immédiat. Et on peut continuer. Alors, le mieux du mieux du mieux, j'en ai été la victime dans ma vie, c'est que le marché public interdit le localisme. C'est faux. Alors, si vous me posez des questions dessus, je vous expliquerai comment. Retenez le terme, ça s'appelle l'allotissement. C'est-à-dire qu'on va faire par lot. Et ben, par lot, LOT. Et donc, vous avez plein de maires qui vous disent c'est pas possible à cause des marchés publics. Ils n'ont pas été creusés, ils vont vous dire ça. Parce que c'est une représentation qui est une représentation mentale. Sauf que le regard sociétal, lui, est en train de changer complètement. Je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas bons, ce sont des estimations. 20% d'entre nous, Français, on va dire, 20% sont des gens qui bougent, qui changent, qui sont dans le changement. 60%, ce qu'on pourrait appeler le ventre mou, ne savent pas, peuvent pencher d'un côté ou de l'autre. À mon avis, aujourd'hui, ils penchent plus pour une bonne partie de notre côté. Et 20% sont irréductibles. C'est des gens qui sont tout à fait de l'autre côté. Ils en sont totalement satisfaits. Alors après, un autre point de vue là, dans la prise en compte de ces mentalités humaines qui est absolument dramatique et nous la partageons tous, c'est le drame de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on imagine, parce qu'on est un groupe, parce qu'on est un noyau, d'accord, qu'on a raison contre tout le monde. Et donc, en fait, on a une absence de réticularité, c'est-à-dire qu'on a une absence de réseau. En fait, attention, c'est très, très partagé par les néos. Alors, je ne vais pas donner d'exemple là parce que je vais peut-être me mettre à dos des personnes parmi vous, mais c'est vrai que lorsque, par exemple, on est les bios dans un coin, on va travailler avec les bios du coin. Lorsqu'on dit il y a un projet qu'on voudrait faire, immédiatement, on va nous sortir le copain de la copine de la copine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort. Ça, l'échec est au bout parce qu'on reste toujours entre soi. Alors, je m'avance beaucoup là-dessus, mais je le pense tellement parce que l'échec est là et à mes yeux, pour avoir fait quand même pas mal de développement local dans ma vie, l'échec, il est là, ça se tient là. En gros, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt collectif. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, autre point là qui me touche beaucoup, c'est que lorsque on veut faire un projet, malheureusement, on tombe sur l'aspect culturel. Alors, ne nous trompons pas, aujourd'hui, notre pays, comme d'autres, est partagé entre une culture qui est la culture de la télé-réalité, avec tout ce que ça signifie, ou une culture élitiste. C'est-à-dire que le marché de l'art ou de la littérature, je vais parler qu'aux gens comme moi. Et de l'autre côté, si je n'ai pas regardé le plus beau mariage ou le truc dans le pré, je n'ai pas compris. Alors, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un besoin absolu de comprendre, de connaître. Les bouddhistes disent que le principal fléau, c'est l'ignorance. Voilà, on en est là aujourd'hui dans beaucoup de choses. Dernier point sur cet aspect humain. Il y a un économiste absolument remarquable du 19e siècle, enfin il est mort en 1929, alors retenez le nom, le prénom est dur, hein, Sorstein, mais le nom c'est Veblen, V-E-B-L-E-N. Et ce monsieur a fait la théorie de l'ostentation économique. C'est-à-dire que pour lui, le but, c'est toujours de faire mieux que le voisin. Il faut que je me distingue. Et aujourd'hui, le meilleur exemple que j'ai, c'est on a été partout dans le monde, mais je ne peux plus me distinguer parce que, je vais être très trivial, n'importe quel ouvrier de chez Renault ou de chez Michelin, aujourd'hui, peut aller au Sri Lanka. Donc, moi qui suis extrêmement riche, comment je fais pour me distinguer? D'où, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est-à-dire cette appétence pour le tourisme spatial. Évidemment, les quelques personnes qui ont pris une fusée pour faire le tour de la Terre à je ne sais pas combien de kilomètres d'altitude, ils ne seront pas nombreux. Vous voyez, c'est cette théorie-là. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut le retrouver autour de nous. Après, les mentalités territoriales. Alors, les mentalités territoriales, je vais essayer d'être sobre, ça ne va pas être simple.
on imagine que les régions, que les pays n'ont pas de mentalité. Moi, j'avais un excellent prof lorsque j'ai fait mes études d'économie qui nous parlait des mentalités des pays. Et ces mentalités des pays, c'est-à-dire que comment globalement les gens vont agir. Bah, si vous prenez le bocage, moi je me suis trompé quand j'ai habité là parce que je pensais, quand je suis venu ici, je pensais tout simplement que bah, c'était un pays très ouvert parce qu'il n'y avait pas de frontières naturelles, à part la pauvre rivière Allier à traverser. Bon, on peut la traverser à pied l'été, hein, donc c'est pas encore ça une grande défense naturelle. Ben, dans la réalité, c'est un pays fermé. C'est un pays fermé, c'est-à-dire c'est un pays qui a son histoire, et je vais y revenir après. Et donc, si vous voulez, cette mentalité est une mentalité qui va agir sur nous. Si vous installez quelque part, vous n'êtes pas chasseur, allez pas dans le Médoc ou allez pas en baie de Somme. Vous voyez ce que je caricature exprès. Vous êtes bio, vous avez beaucoup plus de chances d'aller dans le Diois, dans le Drôme, provençal. Donc, je caricature, mais c'est ce qui nous explique la guerre qu'il peut y avoir et les incompréhensions, les rejets qu'il y a entre les pseudo-bobos, les pseudo-étrangers, le regard sur toutes les migrations qui me dérangent, enfin, qui ne me dérangent pas moi, mais qui dérangent l'habitant. Et en fait, il faut en tenir compte de ça. Il faut en tenir compte, parce que là encore, c'est une des conditions des réussites. Juste une interrogation à laquelle personne ne répond quand on la pose. Vous prenez notre bocage et vous vous dites combien de néos, combien d'archéos. Alors, ce que j'appelle les archéos, c'est les natifs, les gens qui n'ont jamais quitté leur coin. On n'a pas cette réponse parce que nous ne pouvons pas avoir de statistiques. D'ailleurs, en France, elles sont ni ethniques, ni sur lieu de résidence. C'est extrêmement compliqué à avoir. Mais en attendant, à titre personnel, je suis persuadé que dans le bocage, dans le cœur du bocage ici, aujourd'hui, la population venue de l'extérieur ou la population locale ayant eu sa profession à l'extérieur est supérieure à la population qui n'a pas bougé. Vous voyez, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui, dans les années à venir, dans les toutes prochaines années à venir, va être une des conditions de réussite des projets. Gros problème, enfin, sur les mentalités territoriales, c'est le choc des mentalités. Et le choc des mentalités, nous l'avons ici dans notre association tous les jours. C'est notamment le choc agricole réciproque. C'est tellement réciproque d'ailleurs que d'un point de vue national, on a même fait une cellule, la cellule dite Déméter, pour s'opposer à des pseudo-opposants, pseudo-radicalisés dont nous devons faire partie. Le problème, c'est que derrière cette problématique agricole se pose la question de la connaissance agronomique, se pose le problème de la connaissance économique et écologique aux sciences scientifiques du terme. Bon, pour bouger un petit peu, nous savons que ce n'est pas une affaire gagnée, sachant que quand même, à chaque fois, nous pouvons avoir le choc sur cet aspect-là. Avant que vous puissiez intervenir, parce que je commence à m'essouffler, je voudrais passer au point suivant, c'est-à-dire sur l'humus du bocage, ou ce qu'on pourrait appeler la lecture identitaire du bocage. Quand on va dans un endroit et quand on veut faire un projet de développement économique local et de proximité, on doit sentir le lieu, on doit sentir ce qui se passe là. Alors, ici, quand on parle d'économie de proximité, oui, elle est axée sur le bocage, c'est-à-dire sur un espace identitaire géographique assez précis. Quand je dis géographique, c'est géographique, agricole et paysager. On connaît les limites entre la rivière Cher, la rivière Allier, Troncé. Au sud, c'est un peu plus flou, mais ça va vers ça pour ça. Mais le problème, c'est que ce paysage-là, cette terre géographique, elle a des conséquences en fait sur les mentalités et sur les activités. En fait, le bocage, c'est le résultat de pratiques très anciennes. Alors, lesquelles? La paysannerie. Moi, je suis un tout petit peu surpris que quand on parle de bocage, on n'imagine pas que le bocage était terre de polyculture et d'élevage. Alors, ça pose un problème qui est extrêmement important, c'est-à-dire que ça va poser, dès lors qu'il y aura des projets de cette nature-là, oui, ça va poser le problème du bien-être animal,
Oui, ça va poser le problème des véganes. Enfin, vous voyez, ça va poser tous ces problèmes-là, donc des élevages industriels. Euh, c'est pas parce qu'on va mettre une unité de 10 000 porcs dans un coin qu'on fait de l'économie locale, même s'il est dans un coin. Vous voyez, c'est tout ça. Cette notion de paysannerie, elle est là. Après, je suis toujours quand même très surpris pour avoir travaillé là-dessus, c'est que dans le bocage, c'est quand même un lieu historique d'études paysannes et rurales majeur. Majeur. Il y a eu de très grands témoins. Quelqu'un comme Émile Guillaumin, on ne fait pas uniquement d'en parler comme ça pour faire beau. Il y a eu des quantités, enfin des quantités, il y a eu 7 ou 8 thèses qui ont été faites sur lui, et Guillaumin a été le premier paysan à écrire, et à telle enseigne qu'il est devenu la base des écrivains paysans qui continuent aujourd'hui. À côté de lui, à Aigrande, il y avait Camille Gagnon, qui lui a décrit tout à fait la vie rurale, la vie paysanne. Je pose une question, qui aujourd'hui, lorsqu'il fait un projet de développement ici local, va se référer à ces gens-là? Vous voyez, ça, c'est pour moi une très grande interrogation. Dernier point, quand même, dans le bocage, la forêt, il y a la forêt. On l'oublie beaucoup parce que malheureusement, elle souffre tout de suite, à tout point de vue. Mais il y a la forêt partout. Il y a les anciennes forêts royales qui sont là. Et donc, lorsqu'on passe dans la forêt de Troncé, les forges de Troncé, on peut s'interroger pourquoi il n'y a jamais eu à cet endroit-là la réussite d'un pôle lié au bois. Si vous voulez regarder sur Internet, vous regardez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est le maire d'un petit patelin dans les Vosges qui s'appelle les Voivres, Voivres. Il est parti de rien, ce monsieur. Aujourd'hui, il travaille avec je ne sais pas combien d'universités, je ne sais pas combien d'architectes et je ne sais pas combien d'entreprises. On fabrique là-bas des lunettes en bois, des surfs en bois, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, il y avait une histoire sur les Vosges, mais oui, il l'a concrétisée. Ici, on ne concrétise pas. Ensuite, le deuxième mus, c'est la ruralité. Très intéressant la ruralité dans le bocage. Pourquoi? Parce que ce bocage particulièrement s'appuie sur des pôles différents. Il s'appuie sur Souvigny, Bourbon, Cône, Hérisson, Aisné, Montmarault, etc. C'est extrêmement important parce que le réseau est déjà constitué en termes de services publics et privés. Ça, c'est un avantage énorme. Alors, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas un pôle de centralité, mais qu'il y a plusieurs pôles de centralité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bon, c'est un peu dommageable certaines fois pour notre association avec la difficulté parce que les gens ont une attractivité physique et économique sur un lieu. Autre point, je vais enfoncer une porte ouverte, mais peu importe, le bocage propose à la fois un habitat groupé et un habitat extrêmement dispersé. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. La demande est énorme. Avant, elle l'était sur l'habitat groupé, parce que pour des raisons de sécurité, de ce que vous voulez, de présence de services à côté, de convivialité, de voisinage. Aujourd'hui, la demande est extrêmement forte sur tout ce qui est habitat dispersé. Dernier point là-dessus, c'est que nous sommes dans un espace mixte. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas avaler la pilule que certains historiens locaux veulent nous faire avaler, où il n'y avait que des métayers et des châtelains. Non, non, ça, c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de mineurs, il y avait beaucoup de bûcherons, il y avait beaucoup de bourgeois habitant les bourgs, il y avait beaucoup de professions allant du notaire au médecin. Et oui, il y avait des paysans. Mais parmi les paysans, il y avait les pauvres manœuvres, alors ceux qui étaient payés à la tâche journellement, et les métayers. Je vous invite à relire l'histoire des métayers. Les métayers n'étaient pas les exploités qu'on nous a montrés. Ce n'était pas eux les exploités. Les métayers exploitaient aussi d'ailleurs certains ouvriers. Il ne faut pas se tromper. Alors bien entendu, au-dessus, il y avait tout l'aspect aristocratique des châteaux. Après, dernier point, c'est sur cette sociologie historique. Il y a quelque chose qu'on oublie quand on regarde le bocage historiquement et puis physiquement. C'est un pays d'argile. Ah, ça a l'air nunuche, mais c'est un pays d'argile, comme beaucoup de pays de bocage. Et si vous regardez les noms autour de vous, vous avez des briqueteries, vous avez des tuileries, vous avez des potiers, vous avez un tas de trucs.
Or, moi, si je regarde, non seulement c'est un pays d'argile, mais bien entendu, il y avait à côté tout l'aspect autonomie, autarcie. Si je regarde aujourd'hui, moi, je m'interroge sur les notions de filière qu'il peut y avoir derrière. Je ne vois pas grand-chose lié, par exemple, à la terre. Il y a une carrière qui fournit douanier, ok. Il y avait un projet à Couzon, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, autre point, autre point, bah oui, c'est un espace de sociologie historique lié au Bourbon, donc lié à une lignée des rois de France. Euh, c'est quand même pas tellement exploité. Cette notion de tourisme historique ou euh, comment vous dire, je ne vois pas encore le lien qu'il pourrait y avoir. Alors, on nous parle de route des Bourbons, moi je veux bien, mais je ne vois pas le lien qu'il y a, par exemple, entre Souvigny, Bourbon et Hérisson en termes d'économie. Je ne vois pas ce qui a été construit. Autre point, et c'est le dernier, et puis après je vous donne la parole sur cette première partie. Autre point, ben le bocage est un lieu de résistance. Ça paraît un peu nunuche de dire ça, c'est un lieu de résistance. Euh, c'est un lieu de naissance du syndicalisme agricole en France, et pas uniquement par Émile Guillaumin. Hein, des gens comme Montuzès et autres, c'est ce qu'ils ont fait. C'est un lieu de résistance. Un des premiers syndicats ruraux en France, c'était le syndicat des bûcherons de la forêt de Tronchet. Ils étaient plusieurs milliers dans les années 1880. Ils ont tout bloqué jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de leur heure de travail. Euh, c'est quand même un lieu, même si aujourd'hui c'est plus loin, mais ça reste dans les mentalités, c'est un des lieux, c'est pas le seul, un des lieux d'invention du communisme rural. À telle enseigne, c'est quand on visite certains lieux, il y a à Lourou-Bourbonnais une maison qui s'appelle le Petit Kremlin et qui était occupée par une famille de communistes authentiques. Alors, pourquoi jusqu'à présent je vous ai parlé de tout ça? C'est simplement parce que ignorer toutes ces choses-là, c'est ne pas pouvoir réellement poser le problème, le diagnostic du territoire dont on va parler après.